Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce live, le premier live de la communauté Contact, la communauté des leaders et des négociateurs. Je suis ravi de vous avoir si nombreux derrière vos écrans, ravi d'être aussi avec Yann qui va animer avec moi cette session sur comprendre la partie adverse, comment on fait pour intégrer des informations, faire du renseignement, s'interroger, poser les bonnes questions pour faire en sorte d'avoir les bonnes données pour comprendre ce que souhaite la partie adverse en négociation. Alors, cette communauté s'appelle Contact, vous le savez, si vous avez lu les posts que nous avons faits, c'est le mot qu'on prononce quand on commence une négociation. Alors, Contact, ça commence maintenant. Yann, bienvenue à ce live. Salut Laurent. Je suis très heureux d'être là avec toi. Écoute, ça me fait plaisir qu'on anime tous les deux cette première session sur un sujet que tu connais bien, le sujet du renseignement, puisque je rappelle que tu es négociateur de crise, ancien des services de renseignement, diplômé du FBI. Absolument. Tu travailles au sein de TTA sur des négociations complexes, de l'accompagnement. Ouais. Première question que j'aimerais te poser, on parle souvent du renseignement de manière assez large. Comment est-ce que toi tu le vois en négociation? Comment est-ce que tu fais le lien entre le renseignement tel que tu le connaissais avant dans ton métier et les négociations que tu mènes aujourd'hui? Déjà, en premier lieu, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il serait suicidaire d'aller négocier sans avoir été à la pêche aux informations, essayer d'aller chercher le plus d'informations possible qui puissent t'éclairer, toi, négociateur, sur le contexte de la négociation que tu vas devoir affronter. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Évidemment, ton client et ton donneur d'ordre doivent te donner les informations nécessaires, mais parfois, tu le sais, les informations qu'ils te fournissent sont soit erronées, soit partielles, soit déformées. Et donc, tu dois aussi faire un premier traitement dans les informations qui te sont données dans ton dossier de négociateur. Quand tu attaques le mot renseignement, quand tu prononces le mot renseignement avec tes clients ou avec les entreprises que tu accompagnes sur la négo, comment tu ressens? Quelle est la perception qu'ils ont sur le renseignement? Est-ce que c'est quelque chose qui les inquiète un petit peu? Est-ce que ça fait un peu agent secret? Ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Le mot renseignement impressionne toujours et les gens se disent qu'il n'est pas nécessaire d'aller sur ce stade-là du renseignement pour aller faire la négociation. Évidemment, ça, c'est un jargon que nous, on utilise. On peut plus facilement parler d'informations d'une manière assez large et faire comprendre aux clients, faire comprendre aux gens avec lesquels on travaille que la moindre parcelle d'information peut être utile aux négociateurs au quotidien et dans le cadre de la négociation qu'il va devoir affronter. C'est vrai que la collecte de renseignements, la collecte d'informations a souvent été mise un petit peu sur la touche. On parle aujourd'hui pas mal d'intelligence économique. Ouais. Et je sais que derrière cet écran, vous êtes aussi nombreux pour certains à travailler sur ces sujets ou à vous intéresser à ces sujets. L'intelligence économique dans les entreprises, ça fait pas très longtemps que c'est vraiment actif, que c'est vraiment organisé? Non, c'est vrai que ça fait pas très longtemps. On n'a pas cette culture en France du renseignement économique et c'est en train d'arriver. Alors, il y a des gens qui sont des sommités dans le domaine, comme Alain Juillet, par exemple, ça fait des années qu'il évoque ce sujet-là. Aujourd'hui, ça y est, ça commence à arriver. Les entreprises, et notamment les entreprises un petit peu sensibles, commencent à comprendre qu'effectivement, il faut avoir cette façon de voir les choses et que le renseignement économique, c'est aussi quelque chose qui doit venir protéger l'industrie, protéger le savoir-faire français notamment, et qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de cette vision des choses-là. Alors, c'est vrai que quand on accompagne une grosse négo, une fusion-acquisition, une négociation sociale sur laquelle on a besoin d'avoir des infos, selon l'enjeu, ça peut représenter un certain coût d'aller chercher de l'information, du renseignement. Ouais. Tu commencerais par quoi, toi? Si tu étais un négociateur qui doit mener un business avec son client sans forcément avoir les moyens d'une grosse entreprise ou d'un département intelligence économique, tu irais chercher des informations sur quel média et comment tu les chercherais? La première chose, c'est évidemment d'aller chercher les informations qui sont accessibles à tout le monde, les informations qu'on appelle en source ouverte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pratique de l'OSINT, qui est en fait l'Open Source Intelligence, c'est-à-dire le fait d'aller chercher de l'information grâce à des outils techniques qui sont assez simples d'utilisation et qui permettent d'aller un peu plus loin que ce que Google permet, bien sûr, quand on parle d'Internet. Et c'est des outils qui sont accessibles à tout le monde? Ouais, c'est accessible assez facilement. Il faut avoir un petit peu de vernis informatique, mais on peut utiliser des outils assez simples et efficaces pour aller chercher de l'information et surtout la traiter, parce qu'aller chercher de l'information, c'est une chose, mais la traiter, la catégoriser, la qualifier pour faire en sorte d'en extraire vraiment ce qui peut être important pour le négociateur, c'est aussi un travail à part entière et c'est pas si simple que ça à faire. C'est des choses qu'on peut citer, tu as des références sur les outils ou c'est des choses que les mettre... personnes qui nous écoutent peuvent aller chercher gratuitement? C'est gratuit, c'est payant? Non, c'est gratuit. Il y a énormément d'outils qui sont gratuits. On pourra mettre une liste. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, non, là c'est des choses qui sont... C'est vrai. Non, il y a des choses qui sont accessibles assez facilement. C'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros dans des outils. Alors bien sûr, il y a des plateformes et des sociétés qui vendent ces services-là avec des outils qui vont sur Internet et qui vont chercher les informations dont on a besoin. Avant d'aller jusque-là, on peut aller chercher de l'information tout simplement par soi-même pour éclairer encore une fois le contexte de la négociation. Ouais. C'est vrai que la collecte du renseignement, on est souvent
amenés à se tourner vers Internet et à allumer nos écrans pour le faire. Moi, je me suis aperçu dans certaines négociations que nous avons accompagnées que finalement, l'information, elle était déjà là dans l'entreprise. Ouais. Quand tu interroges les commerciaux, quand tu interroges les personnes qui sont au contact de leurs clients, donc des parties adverses. Et je rappelle d'ailleurs que quand on dit partie adverse dans notre jargon, c'est pas péjoratif, c'est adversaire, c'est la personne qui est en face ou le groupe qui est en face. On a le renseignement, il y a des données. Il y a des données qui sont remontées, des rendez-vous officiels, officieux, des rencontres bilatérales. Est-ce que tu constates que le traitement de ces données déjà internes, il est efficace? Et non, malheureusement, dans la plupart des sociétés avec lesquelles on travaille, les gens ne capitalisent pas sur les informations en interne de l'entreprise. Et ça, c'est bien dommage parce que alors, ça demande évidemment un savoir-faire, ça demande des tâches supplémentaires, des gens qui sont alloués à ces tâches-là. Mais c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses qui se perdent au fur et à mesure et qui pourraient, si on pouvait capitaliser dessus, être utiles à l'instant T. Et il y a très peu de sociétés qui ont la maturité encore pour faire ce genre de choses. Mais ça peut s'organiser, on peut mettre en place un process, on peut sensibiliser les gens. On peut sensibiliser les gens surtout à une chose, c'est la protection de l'information. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes en négociation et que vous êtes concerné par un enjeu important, posez-vous la question, qu'est-ce que la partie adverse a perçu de moi ? Qu'est-ce que, justement, dans l'autre sens, quelles informations j'ai pu laisser, moi ou ma société, sur Internet, en source ouverte, qui peuvent être utilisées par la partie adverse dans le cadre de la négociation. Et là, on inverse le prisme et on se dit, il y a peut-être des choses que je devrais protéger en interne pour être capable de fomenter une espèce de carapace d'armure qui empêche les parties adverses de venir chercher de l'information chez moi. Oui, c'est qu'à nos îles, quand on va chercher du renseignement en source ouverte, a priori, l'information qu'on va capter, elle est déjà stratifiée par l'entreprise, elle est organisée par l'entreprise, elle montre ce qu'elle a envie de montrer, elle donne ce qu'elle a envie de donner. Donc ça permet d'avoir bien sûr de l'information, mais tu as de l'information qui est déjà un petit peu orientée. Ouais. Tu as envie de te montrer beau, tu as envie de te montrer fort, tu as envie de montrer tes produits comme étant les plus efficaces. Qu'est-ce qui permet d'aller chercher un petit peu derrière? Est-ce que derrière l'OSINT, il y a quelque chose qui peut se mettre en place? Il y a une deuxième couche qu'on peut utiliser, c'est le renseignement offensif, c'est-à-dire on va chercher un peu plus loin que ce que la société, bien sûr, offre comme premier niveau d'information. Et tu l'as dit, évidemment, les informations qu'on souhaite cacher ou qu'on dissimule ou qu'on sait stratégiques, normalement, on les met pas accessibles à la partie adverse. Donc oui, il faut faire attention à ça. Et là, bien sûr, on peut tomber après facilement dans ce qu'on appelle l'espionnage industriel, notamment le fait d'aller chercher les secrets qui sont ceux de la partie adverse pour acquérir une position dominante dans la négociation et bien sûr fomenter un rapport de force qui soit en ta faveur, notamment pendant les négociations. Oui, c'est vrai que la captation offensive, voire illégale, hein, on est vraiment sur deux choses. On peut faire du renseignement, de l'investigation, si j'ai bien compris. Après, aller voler de l'information. On a vu dernièrement qu'un ordinateur et des plans de la sécurisation des JO de Paris a été volé. Il a été volé pour l'ordinateur, pour les données, on n'en sait rien et on ne le saura peut-être pas. Aller voler de l'information, c'est toujours risqué. Moi, j'ai le souvenir d'une négociation que nous avons accompagnée, une fusion-acquisition. On accompagne une entreprise française avec l'entrée d'un fonds anglo-saxon, on peut le dire américain, qui voulait rentrer dans l'entreprise. Le coût de préparation d'une telle négociation, c'est assez colossal. Et on s'aperçoit que finalement, la partie adverse a de bonnes infos, peut-être un peu trop. Et je vois le patron de cette société française qu'on accompagne revenir dans la salle où on fait le débriefing, furax, en disant on arrête tout, on arrête le deal. Ils ont une information, ils viennent de la sortir dans la négociation, qu'ils ne peuvent pas avoir autrement qu'en l'ayant volée. Je suis le seul à la détenir, le CFO chez nous, directeur financier la détient, personne d'autre ne l'a. S'ils l'ont, c'est qu'ils l'ont volée. On fait un break dans la négociation, évidemment. On fait du forensic rapidement, on regarde si les serveurs ont été accédés et on s'aperçoit qu'effectivement, une entreprise de renseignement, très certainement, mandatée par la partie adverse, est venue chercher de l'information et ça a arrêté le deal. C'est-à-dire que la confiance a été brisée parce que sur une négociation qui s'annonçait bien, aller capter de l'information de manière illégale, ça a tué la confiance avant même que le deal se fasse et que la collaboration se crée. Oui, tout à fait. Après, évidemment, nous, on prône une négociation éthique et on ne va pas aller encourager les gens à aller pratiquer cette activité-là, qui, on le rappelle, est complètement illégale. Donc, évidemment, n'allez pas faire ça. Il y a aussi une autre dimension qui est intéressante à évoquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations peuvent être accessibles aux dépens de l'entreprise parce que tout simplement, elles ont été volées par des gens qui n'avaient pas d'intérêt dans la négociation, mais qui venaient, par exemple, dans le cadre des ransomware ou des infostealers, et qui publient les informations sur le darknet, hein, donc la face cachée de l'Internet, et qui sont des informations qui sont hyper intéressantes à aller chercher. Alors, il faut faire attention, puisque quand on va rechercher des informations de ce type-là sur le dark, on peut se rendre coupable de l'infraction de recel de vol, puisque, évidemment, donc là aussi, il faut faire ça avec des pincettes, mais ça laisse, entre l'Internet dit légal et l'Internet, le dark, ça laisse quand même une certaine manne d'informations qui est relativement accessible et que les entreprises sont aujourd'hui à la recherche de ce type d'informations pour justement avoir une position dominante. Donc des hackers qui vont attaquer ton système, voler de l'info sans forcément te cibler et mettre cette info à disposition. Et bien sûr.
Et souvent, les infos qui sont volées ne sont pas forcément, aux yeux du hacker, elles ne sont pas stratégiques. Mais pour toi, dans ta négociation, elles peuvent avoir une importance et tu peux aller t'en servir pour prendre, encore une fois, l'ascendant dans ta négociation. C'est vrai que la tentation de vouloir basculer pour chercher des choses qu'on n'est pas censé avoir, elle peut être facile. Encore une fois, tu l'as dit, hein, Hermione, notre méthode de négociation, c'est éthique par nature. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de moyens déloyaux et illégaux. Et effectivement, si un jour on vous propose d'aller récupérer de l'information pour vous alors qu'elle est illégale, si quelqu'un vous le propose, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'une telle information pourrait vous coûter plus cher finalement que ce qu'elle vous rapporte dans le choix de la stratégie. En fait, tu vas même mettre ton client dans une position délicate. Si tu lui apportes de l'information, tu penses que tu lui donner une position dominante et en fin de compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne ne pourra pas s'en servir parce que si elle s'en sert, elle va se rendre coupable d'une infraction et bien sûr, là, ça va être la catastrophe. Donc non, tu lui rends pas service en faisant ça. Mais il y a d'autres façons de récupérer de l'information, Laurent, tu sais bien. Quand on prépare sa négociation, évidemment, on va chercher toutes les infos possibles. Mais quand on est en face à face avec la partie adverse, là, ça représente aussi un intérêt. Le contact. Évidemment, le contact pour aller chercher de l'information directement au cœur même de la partie adverse, c'est-à-dire quand on interagit avec le négociateur adverse. Et ça, tu penses que c'est basé sur quoi? Sur le questionnement, les techniques de questionnement? On a beaucoup travaillé là-dessus. On est, toi et moi, diplômés de l'Académie du FBI. On a eu Mike Webster comme prof sur les techniques de questionnement et d'écoute active et qui nous permettait de travailler sur de l'écoute, pas pour répondre, mais pour comprendre. Écouter en négociation, ça sert à comprendre. Et comprendre, c'est aussi peut-être valider des informations, valider des hypothèses. C'est valider des hypothèses, oui, bien sûr, il y a des hypothèses de travail à concevoir en amont de la négociation et on peut aller les vérifier quand on interagit avec la partie adverse. Et puis on a ce questionnement qui est un questionnement qui est technique, extrêmement technique, et qui permet d'aller chercher l'information, soit de la faire valider, soit d'aller chercher l'information qu'on ne connaît pas. Alors c'est très compliqué, on va le dire tout de suite, c'est très compliqué de réfléchir à la fois au fond de la question, à la forme qu'elle doit prendre et surtout à la réponse qui va être donnée. Donc, c'est quoi la solution? Évidemment, tu la connais, Laurent. C'est travailler en équipe. Évidemment. Quand il y en a un qui est concentré sur les questions à poser, le binôme peut, lui, être attentif à la réponse qui va être donnée, parce que très souvent, quand on pose une question, malheureusement, on n'écoute pas la réponse. En tout cas, on ne capte pas la réponse telle qu'on devrait la capter. Et donc, il faut être à l'écoute de la partie adverse, quand on est négociateur aussi, parce que beaucoup de choses passent dans la réponse. Et est-ce que tu penses qu'on peut, à chaud dans une négociation, avoir quelqu'un qui vérifie les informations qui sont données? Peut-être aller chercher sur Internet pour s'assurer que la partie adverse qui nous annonce le prix d'une matière première, qui nous annonce une donnée technique dont on a besoin de valider la véracité avant de continuer à négocier, on peut avoir quelqu'un qui s'occupe de ça? Mais tu le sais, hein, les grosses équipes de négociation, elles ont toujours un back-office qui est en direct et qui, tout de suite, au fur et à mesure... raté. Il est un peu stressé, Laurent. Non, mais c'est surtout, je non, trouvais que tu avais c'est moi un qui ai petit tout peu... pris. ça, c'est la règle, forcément, quand je lance le verre, Moi c'est aussi, pour toi. j'ai un petit peu d'eau. Oui, tu as un petit peu d'eau, Ça va mal vrai, finir. effectivement. Et voilà, ça dérape, on vous l'avait dit. On n'a pas fait longtemps. Et Non, mais c'est vrai, c'est bien. On a fait 10 minutes avant de ramasser un verre d'eau. Ouais, tu as raison. C'est de l'eau, hein, vous avez bien remarqué que c'était de l'eau. Qu'est-ce que tu disais déjà? Rappelle-moi. Je disais qu'on a un back-office en négociation qui permet d'aller chercher l'info et de valider l'info. Alors, ça représente des difficultés. Il faut avoir une équipe qui soit très réactive. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de personnes. Mais ouais, c'est tout à fait possible. Imagine les négociations diplomatiques, il y a toujours des gens qui sont bien sûr les équipes en arrière et qui vérifient, qui font en sorte d'aller et pourquoi pas aussi guider le négociateur pour lui dire voilà, là c'est intéressant, tu peux aller chercher un peu plus loin, un peu plus profondément. Tout à fait. Alors c'est vrai que ces techniques de questionnement, est-ce que tu peux évoquer avec nous un peu ce qu'on pratique en écoute active? Hop, merci beaucoup. On va en direct pour vous prouver que c'est bien du direct. Hein. On va s'assurer de ne pas en mettre partout. C'est trop tard. C'est trop tard, il y en a déjà partout, mais je pense que on va arriver à gérer ça comme des chefs. Allez, impeccable. Regarde rien. Et voilà, c'est disparu. C'était bien les effets spéciaux. C'est bien les effets spéciaux. Ouais, on a un budget effets spéciaux, attention, ça claque. Ouais, sur cette collecte de renseignements, on parlait des techniques de questionnement. On pratique souvent l'écoute active. On parle de reformuler, de paraphraser. Parfois, ça peut paraître être basique comme technique. Paraphraser, je rappelle que c'est reprendre les mots de l'autre dans notre bouche pour valider le sens des mots, la symbolique des mots qui sont prononcés. Reformuler, c'est reprendre les idées de l'autre avec nos propres mots. Ça paraît assez simple et finalement, c'est quand même la base du travail de structuration de l'information, de validation de l'information, de validation des hypothèses. Ce qui est très difficile, encore une fois, c'est de faire tout à la fois. Et c'est pour ça que nous, toi et moi, quand on fait les formations et qu'on enseigne aux gens cette capacité-là, on leur explique que le plus important, c'est d'essayer de mécaniser cette façon de faire
pour ne pas avoir à réfléchir en même temps au fond et à la forme des questions. Donc mécaniser, ça veut dire il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à être capable de maîtriser non pas l'ensemble des types de questions, parce que c'est trop compliqué, il y en a trop, et encore une fois, quand on réfléchit au type de questions, on n'écoute pas la réponse, mais mécaniser le plus possible la façon de parler pour que quand on interagit avec la partie adverse, on soit dans la mécanique, qu'on soit dans la fluidité et qu'on sache procéder aux bonnes techniques de questionnement pour aller chercher des informations dont on a besoin. Et ça, on peut s'entraîner au quotidien. On a des occasions au quotidien de pratiquer ces techniques, d'aller chercher par du questionnement, d'aller valider de l'info. Vous pouvez vous entraîner, alors faites attention à ne pas vous entraîner avec vos proches, vos familles, tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Avec vos enfants, ça marche hyper bien. Exactement. Ça les énerve assez vite, mais ça marche pas mal. Il faut faire attention parce que quand on est dans le cercle familial, on est au naturel et les gens nous perçoivent. Et quand on essaye de jouer, quand on essaye d'utiliser ce genre de technique, on n'est plus nous-mêmes. Donc il faut faire attention avec ça. D'ailleurs, je me souviens quand on était au RAID, au début, quand on a monté l'équipe de négo et que les opérateurs du RAID s'apercevaient qu'on travaillait sur des outils de psychologie, de captation d'informations dans la discussion, de détection des micro-expressions, des micro-mouvements. Souvent, ils hésitaient à venir nous parler parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait lire dans leur cerveau et voir. Puis on a cette réputation de manipuler un petit peu. Donc, on n'en a pas parlé, mais la manipulation, évidemment, on est au cœur même du truc. Et quand les gens s'aperçoivent que tu les manipules, le lien est brisé. Donc, c'est pas une bonne chose. Ouais. Je voudrais quelques questions. Comment se former au questionnement pour extraire l'information en négociation et les limites du renseignement offensif. Effectivement, on va se garder des questions, si vous voulez bien, pour tout à l'heure. Comme ça nous permettra aussi de dérouler et puis ensuite de voir comment on peut peaufiner et affiner notre discours avec vos questions. Mais encore une fois, cette désinformation dont on parle beaucoup aujourd'hui, on sait qu'il y a des fake news qui circulent. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire intoxiquer quand on prépare une négociation? Est-ce qu'on peut avoir une partie adverse qui va, en amont, mettre sur Internet, mettre à disposition à nos int des informations qu'elle sait être fausses pour orienter la perception? Oui, tout à fait. Évidemment, on le voit maintenant, ça commence aussi à émerger, cette désinformation, cette manipulation de l'information qui est en fait utilisée à dessein pour construire un rapport de force, tout simplement, pour intoxiquer la partie adverse, pour lui faire croire qu'on adopte telle ou telle position et que finalement, voilà, toute la stratégie s'en retrouve percutée par ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez facile à faire aussi, cette manipulation de l'information, parce que, encore une fois, sur Internet, le premier réflexe des gens, ça va être d'aller sur Internet. Donc, on a coutume de dire aux gens qu'il faut faire attention. Encore une fois, les informations qu'on peut récolter de cette manière-là, il faut les utiliser, mais il faut les passer au tamis de certains outils pour être capable de les filtrer et pour les utiliser à bon escient. Parce que tu le sais très bien comme moi, quand on est en négociation et qu'on utilise ce qu'on pense être une information stratégique et qu'on s'est fait intoxiquer, on est à côté de la plaque. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut s'auto-intoxiquer. Ouais. On peut avoir des biais, par exemple l'ethnocentrisme. Ouais. On a parfois tendance à considérer que la partie, il y a de l'eau, on peut parfois considérer que la partie adverse va fonctionner comme nous. On aimerait la voir comme nous, qu'elle ait les mêmes réflexes que nous, parce qu'on connaît. Bien sûr. On connaît, ça comble le vide, ça évite l'incertitude. Ouais. Et ça, l'auto-intoxication, c'est des choses aussi qu'on peut voir et qu'on peut aller peut-être éviter en ayant une équipe pluridisciplinaire, une équipe avec des profils variés. Bah oui, 2 cerveaux, 3 cerveaux, évidemment, ça évite ce genre de piège. Parce que oui, on peut projeter sur l'autre ce qu'on voudrait qu'il dise. On peut déformer ses propos, on peut aller faire valider des choses qu'on pense entendre et en fin de compte c'est pas le cas. Donc il y a aussi ces biais-là à éviter quand on est en négociation. Ces mécanismes-là psychologiques qu'on a tous, qu'on connaît tous, et c'est très très difficile de se défaire de ça. La seule solution c'est de travailler en équipe, évidemment. Ouais. Parce qu'on n'entend pas tous la même chose. On n'entend pas tous la même chose, on comprend pas tous la même chose, on interprète tous de manière différente. Et l'intérêt c'est que c'est le débriefing en fait. Le débriefing des rounds de négociation, ils servent à ça, ils servent à faire en sorte de confronter ce qu'on a entendu pendant la négociation et d'aller vérifier que ce qu'on a en tête, c'est bien ce qu'a dit la partie adverse et quelles informations ont été données à ce moment-là. C'est intéressant ce que tu évoques, notamment sur l'analyse. On sait que dans les services de renseignement, souvent, on va dissocier la captation de l'information, la collecte de renseignement et l'analyse pour éviter justement de biaiser la collecte avec nos biais perceptifs. Ouais, c'est vrai que les personnes qui sont chargées de la captation, d'aller chercher de l'information, ça ne sera pas forcément elles qui vont être chargées de l'analyse non plus, et ce n'est pas elles qui vont être en charge de la stratégie qui va être décidée non plus. Ouais. Parce que chaque métier est différent, et comme tu l'as dit, on peut être victime de certains biais quand on essaie de tout faire en même temps. Ouais.
Bah, ça implique malgré tout pas mal de moyens quand même. Parce que si tu as de la collecte d'un côté, de l'analyse de l'autre et de la stratégie, ça implique d'avoir des équipes qui soient assez structurées pour ça. Comment on fait quand on est son propre dirigeant d'entreprise, quand on est patron de sa PME, quand on doit préparer une négo, se renseigner sur la partie adverse, quand on n'a pas forcément accès à tous ces moyens? Bah, tu l'as dit, le maître mot, c'est la clé, c'est la préparation. La préparation, c'est fondamental. Aujourd'hui, trop de gens partent en négociation sans passer par les étapes nécessaires de la préparation. Et parmi les étapes nécessaires, il y a cette captation d'informations. Et il n'y a pas que la captation, il y a aussi qu'est-ce que j'ai capté, qu'est-ce que je sais, comment est-ce que je vais m'en servir et est-ce que vraiment c'est opportun que je m'en serve pendant la négociation? Parce que ça peut ne pas être opportun. Ça peut être intéressant d'avoir ça dans sa besace, comme on dit, et de ne pas forcément s'en servir tout de suite. Ça demande un travail de préparation, ça demande un travail d'équipe, ça demande de se poser autour d'une table en amont de la négociation et d'obéir à certaines règles pour pouvoir le faire comme il faut. Alors, une réflexion que je te livre, qu'on a eue quand on avait commencé à structurer un peu l'équipe orale, et puis qu'on utilise aujourd'hui cet été, quand on a nos équipes sur des grosses négociations, on considère que les analystes de l'information doivent être négociateurs, formés à la négociation. Parce qu'ils connaissent les besoins qu'auront les négociateurs au contact, ils savent à quel moment donner quelle information, à quel moment attendre avant de délivrer une info, quelle info mettre sur la touche parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Est-ce que tu penses que dans les services d'intelligence économique ou ceux qui pratiquent la collecte de renseignements, une formation en négociation, c'est un plus pour leur permettre de qualifier plus efficacement? Ou est-ce que ça n'a pas forcément d'intérêt puisque on peut dissocier ces deux fonctions? Déjà, une formation en négociation, c'est toujours bien pour tout le monde, quel que soit on les vous le fonctions, dit, on vous le répète, quelle que une soit formation Hermione, c'est encore évidemment, mieux. On est d'accord. évidemment. Mais ça, je dis ça, c'est pas forcément. Voilà. Je dis que aujourd'hui, trop de gens pensent savoir négocier et aujourd'hui, les gens négocient tous les jours, au quotidien, quelle que soit leur fonction. Donc, une formation de négociation et les formations qu'on fait avec Hermione vont permettre d'aller enseigner des compétences qui sont relativement simples à acquérir et qui peuvent être utiles dans tous les compartiments de la vie professionnelle et personnelle, bien sûr. Donc, c'est la première partie de ma réponse. Mais après, oui, je pense qu'on peut aussi, quand on prépare une négociation et quand on est en équipe, quand on travaille en équipe, on peut à la fois aller chercher de l'information, donc la capter, l'analyser, et puis on peut évidemment aller orienter le négociateur au fur et à mesure en l'aidant dans sa démarche quand il va être au contact, pour aller le soutenir dans sa capacité à renouveler le questionnement, à aller chercher quels sont les intérêts de la partie adverse, et bien sûr, et ne pas tomber dans les pièges de la position, de négocier sur les positions, par exemple. C'est des choses qui sont faisables assez facilement. Mais tu as raison, en fait, il faut que tous les gens qui soient dans l'équipe soient formés aux mêmes méthodes et qu'ils soient d'accord sur la manière dont on va opérer quand on va être en opération. On parle beaucoup d'IA en ce moment, on parle beaucoup de ChatGPT, on parle beaucoup de l'impact que ça peut avoir dans la négociation, bien sûr au sens large. On travaille sur les évolutions que ça va apporter dans notre métier, bien évidemment, c'est déjà là, donc autant l'utiliser et le maîtriser tant que faire se peut. Mais comment tu vois ça, toi, dans le renseignement? Est-ce que tu penses qu'un jour, ChatGPT pourra faire de la collecte d'informations efficace avec de l'information validée, structurée pour des négociateurs? Alors la collecte, oui, je pense que ça sera possible. C'est toujours possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher de l'information. C'est possible aussi pour aller en créer. Là, on revient sur l'intoxication. Je réponds aux questions, je vois en même temps les questions. L'intoxication. Sur l'écran, j'en aborde quelques-unes. Si tu m'écoutes pas quand je te réponds. Non, parce qu'en fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Donc l'intoxication, évidemment, avec l'IA, ça va être une arme redoutable pour aller créer des faux contenus, créer des... Mais ça demande une masse d'informations colossale si tu veux intoxiquer. Mais c'est hyper accessible maintenant. Tu penses qu'il y a des bots qui tournent et qui sont en train de... Je pense qu'on n'a pas fini, c'est que le début, et que ça va être assez redoutable, l'IA, de ce côté-là, en tout cas. Donc l'humain a encore sa place pour justement aller qualifier dans tout ça ce qui est vraiment vrai ou ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce qui va faire que le négociateur soit capable d'avoir l'ensemble de ces informations en tête quand il va être négocié? Quand il va négocier, ça va être compliqué quand même, quoi. Donc on va quand même, je pense, rester sur une compétence humaine, la négociation. L'IA et tout ce dont on a parlé, les outils vont servir à préparer la négociation, mais le négociateur ne sera pas remplacé par l'IA, évidemment. C'est que quand on parle d'information, ça m'évoque critères, quand on travaille sur critères, la détection de la haute intensité, quand on essaie de discriminer ce qui nous met sous pression dans une négociation. Le H de Hermione, la première lettre du référentiel, c'est la haute intensité. Et on a un outil qui s'appelle Critères, qui va poser les 6 questions clés sur les critères de haute intensité. La compétence, la ressource émotionnelle, l'information, le temps, l'enjeu et la ressource externe. L'information, le I de critères, c'est vrai que c'est ce qui tourne autour du renseignement. On s'aperçoit statistiquement, encore une fois, alors ça va peut-être évoluer avec le temps, que 70% des premières informations qu'on a sur une négociation sont fausses. Fausses, interprétées, obsolètes. Et donc là, effectivement, le travail de renseignement en amont est un élément qui permet de lever la haute intensité et la pression.
La formation, c'est capital aujourd'hui. C'est la clé du succès pour les entreprises, pour les négociateurs, pour quel que soit le sujet sur lequel on travaille, l'information, c'est clé. Et on a aujourd'hui, avec Internet, toi et moi, on est nés, il n'y avait pas Internet. Si. Non, je sais, Laurent. Je suis né en 2000, enfin on verra. Et comment on faisait avant? On allait chercher de l'information par d'autres moyens. Aujourd'hui, le premier réflexe, c'est évidemment de se servir d'Internet. Après, il n'y a pas que Internet. Il n'y a pas que Internet. Il reste encore des flux d'informations qui sont intéressants à aller chercher et qui ne sont pas sur Internet. N'oubliez pas ça, évidemment. C'est-à-dire, c'est accessible à tous, mais il faut savoir où chercher. Il faut savoir le chercher. Ouais. Et c'est payant? C'est pas forcément payant, mais par exemple, les généalogistes font ça souvent, aller chercher dans les registres des mairies, aller chercher de l'information qui est là, qui est sédimentée, qui est accessible à tous et qu'on oublie au fur et à mesure des années, mais qui peut être intéressante à l'instant T. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément pour tout le monde et dans toutes les négociations, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que Internet non plus. Ouais. Ah, c'est vrai que quand on parle de renseignement, très souvent, une des questions qu'on nous pose avant de mener une négociation, avant d'accompagner une négociation, c'est quel est le sociogramme de la partie adverse. Ouais. Et la notion d'organigramme et de sociogramme, elle est intéressante parce que l'organigramme, c'est ce qu'on trouve facilement. Je pense que quand tu fais une recherche à Nosint dans n'importe quelle structure ou sur n'importe quelle boîte, tu as très facilement l'organigramme qui est affiché par l'entreprise, qui est l'organisation qu'elle souhaite montrer à l'extérieur. Comment on arrive à trouver de la donnée pour faire du sociogramme? C'est-à-dire comprendre les vraies relations de pouvoir qui existent entre les parties prenantes. Parce que ça fait rêver tout le monde. Ouais. Quand on le ramène en dossier de sociogramme, rappelle-toi, un dossier de plusieurs pages qu'on pose sur la table d'un client, il a les yeux qui brillent parce qu'il se dit « Waouh, comment vous avez trouvé ces infos ?» Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon de trouver tout ça? On a parlé d'OSINT tout à l'heure. Il y a plusieurs capacités d'acquisition de notes du renseignement et il y a aussi le UMIN, ce qu'on appelle le UMIN, c'est le renseignement humain. C'est-à-dire qu'on va utiliser des compétences humaines, on va aller chercher des cibles, des gens qui ont, on le sait, qui détiennent le renseignement qu'on cherche et qui vont être intéressantes à approcher pour aller extraire cette information-là et s'en servir après dans la préparation de l'information et dans la préparation de la négociation. Et comme ça, on peut, en combinant les différents capteurs possibles, se faire une cartographie plus ou moins précise non pas de l'organigramme, mais du sociogramme, c'est-à-dire essayer de trouver les relations, les dynamiques de pouvoir qui existent au sein de la partie adverse pour savoir qui vraiment est le décideur, qui est influenceur, qui détient les clés de la négociation. Et c'est comme ça qu'on procède, évidemment. Parce que, comme tu le sais, quand on n'identifie pas le bon décideur ou quand on négocie pendant des heures avec quelqu'un qui n'a aucun pouvoir de décision, c'est vain, ça ne sert à rien, en fait. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Et puis, ça implique que celui à qui on donne le renseignement l'utilise. Ouais. L'utilise et lui donne foi. On ne peut pas ne pas évoquer le cas de notre Premier ministre, Gabriel Attal, qui va négocier avec un agriculteur à carbone et qui va céder notamment sur la non-augmentation du prix du GNR. On ne taxe pas le GNR, qui est un argument clé dans la négociation avec les agriculteurs, et qui le lâche au premier round de négociation avec quelqu'un, Jérôme Bail, qui est fort sympathique, mais qui n'est pas le décideur, qui n'a pas le pouvoir, c'est la FNSEA qui tient le moment, c'est l'ensemble des agriculteurs. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de la plaque, justement? Est-ce que c'est une stratégie volontaire ou est-ce que c'est une erreur de collecte de renseignements ou de prise en compte du renseignement? Je pense qu'il faut faire attention à plusieurs choses. Il peut très bien avoir la mauvaise information à ce moment-là parce qu'il n'a pas été l'information n'a pas été fournie. Il peut très bien aussi trouver que c'est intéressant à ce moment-là de se servir de ça et il fait une erreur parce qu'à ce moment-là, la personne en face de lui n'est pas décideur. Il peut aussi envoyer un signal à travers cette personne-là. Même s'il n'est pas décideur, l'ensemble de la communauté a entendu le signal quand même, donc il peut se servir de ce relais-là à l'instant T. Il y a plusieurs façons de lire ce qui s'est passé. Je ne suis pas certain qu'il ait fait vraiment une erreur sur le moment. Aujourd'hui, on l'interprète comme une erreur. C'est toujours plus facile de le faire après, évidemment. Sur le moment, quand on est négociateur et qu'on est pris dans l'émotion, tu sais très bien, le H de Hermione, c'est la haute intensité, c'est le fait qu'on est confronté à l'autre, le fait qu'on ait besoin d'aller chercher de l'information, qu'on ait besoin d'aller atteindre nos objectifs, d'aller satisfaire notre enjeu. Et tout ça, ça crée une pression sur les épaules du négociateur et il peut commettre des erreurs, des impairs. Et bien sûr, ça peut être le cas dans l'exemple que tu cites. Ouais, d'où l'intérêt du binôme. D'où l'intérêt du binôme. Donc, si je reprends un petit peu, ça va faire une demi-heure qu'on se parle. Si je reprends un petit peu ce qu'on a vu, on peut faire du renseignement en amont. On doit faire du renseignement en amont. On fait de l'OSINT avec des outils qui permettent de structurer. Quand on remplit un mandat scan ou quand on fait une ligne de négociation ou un socioplan, ça sert à ça. Ouais. On essaie de séparer peut-être la collecte de l'analyse, des analystes formés à la négociation pour savoir quoi extraire et comment l'extraire. On peut faire du renseignement pendant la négociation, par les techniques de questionnement, par de la reformulation, valider les hypothèses qu'on a pu faire. Moi, je m'interroge et je te propose qu'on finisse là-dessus, puis ensuite on va passer aux questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Comment on fait quand c'est nous la partie adverse? Parce que là, tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est bien pour aller chercher de l'info, capter de l'info. On est aussi les parties adverses des parties adverses avec lesquelles on négocie. Comment on fait si on a envie de se protéger un petit peu, de ne pas tout dire?
De pas tout dire sur le moment ou en amont. Parce qu'en amont, il y a évidemment, on en a parlé, la protection de l'information stratégique au sein de l'entreprise, c'est vital aujourd'hui. Ça, tu trouves que c'est mature en France? Ça l'est pas, ça l'est pas. Ça le devient un peu? Ça le devient. Il y a encore certaines failles qu'on a encore qui sont béantes, notamment la dimension humaine. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les red teams. Tu sais ce que c'est? Ce sont des équipes qui viennent tester les vulnérabilités qui sont présentes dans ton entreprise. Alors, ça vient du milieu de l'informatique. Les red teams, on vient tester le périmètre informatique de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut faire aussi cet exercice-là pour savoir si le personnel de l'entreprise n'est pas faillible, c'est-à-dire que quand ils sont à la salle de sport, quand ils sont... Est-ce qu'il laisse pas traîner un téléphone? Exactement, pour avoir une espèce d'hygiène, non pas informatique, parce que là, on commence vraiment à rentrer maintenant dans... Les gens savent qu'il ne faut pas laisser, même si ça arrive encore, traîner leur clé USB, mais au niveau humain, c'est toujours compliqué de se protéger. Parfois, on en dit trop. Parfois, quand on est entre collègues dans le métro, quand on part du travail, les conversations continuent, les conversations professionnelles continuent, et les oreilles qui sont autour peuvent capter de l'information. Faut faire attention à ça. On délivre de l'information sans s'en apercevoir. Tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience-là. La preuve, c'est que nous, on est sollicités pour aller former les gens, pour les préparer quand ils partent à l'étranger, quand les comex partent à l'étranger, quand les expats partent sur les postes à l'étranger, pour essayer de les former à comment ça se passe avant la mission, comment est-ce que je fais pour préparer ma mission, qui je vais rencontrer, quels sont les interlocuteurs, dans quelles conditions ça va se passer, quelles sont les informations, et ça j'insiste, c'est hyper important, quelles sont les informations dont je dispose qui ne doivent absolument pas être portées à la connaissance de la partie adverse, quelles sont les informations que je dois protéger, et puis lesquelles je peux lâcher un petit peu, parce que quand on est en négociation et quand on va chercher des choses, eh ben, il faut aussi donner un petit peu. Donc il faut se préparer en amont pour savoir quelles sont les informations qui sont possible d'être utilisé pour aller les monnayer contre autre chose. On forme aussi les gens à se comporter pendant les dîners, pendant les rendez-vous d'affaires, même quand ils sont à l'hôtel, quand ils sont dans les moments off. Les moments off sont très dangereux pour aller se faire capter de l'information. On est une cible. Et puis on forme les gens à débriefer après quand ils reviennent de mission pour savoir comment ça s'est passé, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous la même lecture de ce qu'on a vécu, et c'est important de capitaliser pour aller après ne pas commettre les mêmes erreurs. Bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question sur le renseignement au sens large, avant, pendant, après, comment se protéger. Je pense que lui-même maintenant, c'est de répondre à vos questions. Je vois sur l'écran qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Eh bien, écoutez, on va commencer par la première question. Donc, la capacité à sentir l'adversaire en égo n'est-elle pas en train de devenir secondaire par rapport à la capacité à vérifier en temps réel les infos dont on dispose? C'est les deux. Votre avis? C'est les deux. Chef? C'est les deux, évidemment. Non, ça serait une erreur de penser que, évidemment, on peut ne faire reposer que sur le fait d'avoir les bonnes informations, le succès de la négociation. Non. Mais je pense que, tu te rappelles ce qu'on dit quand on fait Hermione, 80% de préparation, 20% d'agilité. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'agilité, en fait? C'est la capacité à improviser. On ne peut improviser que si on a préparé. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on était à 100% dans l'improvisation, c'est pour ça que j'essaie de répondre à cette question-là, on ferait une erreur. Donc les 80%, qui sont les 80% de la préparation, servent en fait à être agile et à pouvoir improviser quand on est en négociation. Ok, donc effectivement, on peut sentir. Alors, c'est intéressant, l'intuition en négociation. Souvent, on capte du renseignement de manière informelle et inconsciente. Et on reparlera de ce sujet si ça vous intéresse, l'intuition en négociation. C'est quelque chose qui nous permet aussi d'orienter une perception et d'orienter une stratégie. Je lis encore les questions. Votre méthode est bien quand on a le temps de rechercher, d'analyser. C'est souvent du démarchage direct dans le domaine commercial. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Si j'ai une négociation sur laquelle je n'ai pas le temps de préparation nécessaire pour être efficace, qu'est-ce que je peux aller capter comme information au contact? C'est à moi que tu poses la question? Toi qui as été négociateur de crise, toi quand tu intervenais comme négociateur de crise, quelles informations tu avais? Très peu en fait. On a peu d'informations. On va surtout se méfier de soi-même. Il y a une phrase que je répétais assez souvent et qui m'a suivi toute ma carrière. Qu'est-ce que je sais sur l'autre que lui m'a dit? Tout le reste est potentiellement de l'interprétation. Donc les premières données qu'on va aller chercher, c'est souvent aussi du feeling. C'est dans le ton de voix de la personne, c'est dans les mots qu'elle va utiliser, quel est son registre. Est-ce qu'elle est plutôt auditive? Est-ce qu'elle est plutôt visuelle? Quel est son registre perceptif? Est-ce qu'elle exprime ses émotions? Comment on peut aller la chercher? Donc oui, effectivement, quand on a peu le temps de se préparer, on peut malgré tout aller chercher des renseignements sur le niveau de nervosité de la personne qui est en face, regarder dans son regard, ses micro-expressions, si elle a l'air d'être certaine de ce qu'elle annonce, si on trouve des traces d'inconfort qui pourraient être des indices de tromperie. Donc oui, on peut aussi faire du renseignement à chaud, partir sans avoir grand-chose dans la besace pour savoir à qui on a affaire, mais aller malgré tout structurer un petit peu notre collecte.
Tu vas savoir le faire si tu as bien préparé quand même en amont. Et si tu es entraîné. Non pas seulement le dossier, mais toi, quand tu t'es entraîné, quand Ouais. dans ton équipe, quand tu as fait en sorte de mécaniser le plus possible tous ces process-là pour qu'au moment où tu les mets en pratique, tu n'aies pas besoin d'y réfléchir, mais que tu vas juste chercher les réponses que tu as besoin. Oui, il y a les techniques de questionnement qu'on utilise. Répondre à une attaque par une question, engager sur une question qui provoque un oui, aller chercher de l'information sur une question ouverte. C'est aussi intéressant parce qu'on s'aperçoit que la façon dont on pose les questions oriente la réponse. Quand je pose la question « Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous dites ça ?» j'implique une justification. Et on n'aime pas trop se justifier. Donc je vais bloquer la réponse et je vais bloquer le renseignement qu'elle pourrait me fournir. Quand on pose la question « Qu'est-ce qui vous énerve ? Qu'est-ce qui vous pousse à agir comme ça ?» on cherche une explication. Et donc effectivement, ne serait-ce que ça, savoir commencer ces questions, savoir la questionologie aujourd'hui est une vraie pratique, une vraie technique. Savoir poser les questions et les poser au bon moment et s'entraîner à les utiliser, c'est aussi une méthode qui permet à chaud, sans grande préparation sur cette négociation-là, mais avec un entraînement sur le questionnement, de savoir en gros à qui on a affaire. Ouais, Est-ce qu'on a une autre question? Le rôle de l'analyse comportementale dans la négo. L'analyse comportementale dans le négo, évidemment, c'est important. Là encore, le mieux, c'est de travailler en équipe parce que il y a le verbal, le paraverbal, le non-verbal, et donc on ne peut pas tout faire en même temps. La charge cognitive du négociateur, elle va être vite saturée parce qu'il a en tête toute sa stratégie, il a en tête les questions qu'il doit poser, les informations qu'il cherche, les objectifs qui sont les siens. Bref, ça va être compliqué quand même de tout faire. Donc la solution, on le répète encore une fois, c'est de travailler à plusieurs quand c'est possible, évidemment. Il y a encore beaucoup de gens qui vont en négociation tout seuls, qui se retrouvent face à 5 personnes. Là, c'est compliqué, forcément. Oui, le rapport de force perçu te met un peu sous pression. Et donc l'analyse du comportement de l'autre, elle est vraiment intéressante. Mais je mets un bémol parce que c'est pas une science exacte, quoi. Ouais. Donc ça va être compliqué aujourd'hui de tirer des certitudes de la part de certains comportements parce qu'on est tous différents, parce qu'on réagit tous différemment, et que aujourd'hui penser que la personne quand elle se gratte l'arrière de la tête, ça veut dire ça, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. La seule façon de savoir si la personne en face de vous ressent bien ce que vous pensez qu'elle ressent, c'est parce que vous l'avez déjà vu auparavant dans d'autres circonstances et vous avez pu constater qu'elle avait ressenti ces émotions-là et que ça s'était manifesté de cette manière-là. En fait, c'est comme ça qu'on détecte notamment le mensonge. C'est compliqué aujourd'hui de faire reposer que sur la lecture des micro-expressions, savoir si la personne ment ou pas. Donc toi, dans ton métier précédent, tu traitais aussi du renseignement. Tu étais capable de voir la baseline de quelqu'un et de savoir à quel moment elle n'était plus alignée, parce que ça intéresse aussi tous ceux qui nous écoutent et qui négocient avec les mêmes commerciaux, les mêmes DRH, les mêmes délégués syndicaux. Est-ce qu'on peut être capable de comprendre le mode de fonctionnement de quelqu'un? Pas pour le manipuler, bien sûr, mais juste pour voir à quel moment cette personne est calme, à quel moment elle est plus en tension. Ça fait partie des principes de fonctionnement de base du métier qui était celui d'officier d'enseignement, qui est celui que je pratiquais, parce que pour aller voir si justement on est au bon moment pour aller chercher l'information, il faut connaître la personne, il faut avoir échangé avec elle sur des sujets qui sont des sujets triviaux, qui n'ont pas l'importance vitale que vous êtes en train de chercher, pour comprendre comment la personne fonctionne. C'est ça, sa baseline, justement, comment elle s'exprime, comment elle est quand elle a peur, comment elle est quand elle est stressée par le rencontre que vous avez avec elle, et justement dénoter ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire est-ce que vraiment, quand elle est dans la situation dans laquelle vous allez la mettre et que ça va être compliqué, est-ce qu'elle va vraiment avoir le comportement idéal? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher ces informations-là à ce moment-là? Voilà, c'est tout ça qui est important dans le renseignement humain. C'est une vraie science, le renseignement humain. Ouais. Je vois une question de Thierry. Est-ce qu'on peut utiliser parfois les techniques de négociation non éthiques? Je te laisse répondre. Pour nous, quand c'est pas éthique, c'est pas de la négociation. Quand on est amené à utiliser des techniques qui vont contraindre l'autre, soit par le rapport de force, on parle de menaces par exemple, on parle d'ultimatum. Quand on parle de techniques de manipulation comme le mensonge, comme le bluff, ce ne sont pas des techniques éthiques. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. On est tous un peu bluffeurs, on n'est pas forcément des menteurs. On ne ment pas, mais on peut avoir des secrets. Donc oui, bien sûr, ces techniques non éthiques, elles peuvent permettre d'aller contraindre l'autre ou d'aller chercher de l'info. Attention cependant, parce qu'elles impactent la confiance. Donc en termes de renseignement, je pense qu'on a été clair tout à l'heure quand on a dit, mais le renseignement illégal vous met en danger. Le renseignement illégal, même s'il amène de l'information à forte valeur ajoutée, ça vous met en danger. Et de nos longues années d'expérience, puisqu'on est plutôt jeune, on voit à chaque fois que quelqu'un a voulu utiliser ce type d'information, ça s'est retourné contre lui. Donc nous, on ne prône surtout pas ce type de collecte de renseignements, parce que ça ne fait pas partie de nos modes de fonctionnement éthiques dans la négociation. Non, mais tu l'as dit, quand on négocie, on cherche aussi à construire une relation avec la partie adverse, parce que souvent la négociation, ce n'est pas un one-shot, c'est des choses qui vont revenir. On va revenir à la table des négociations sur d'autres sujets. Et donc quand on est
un négociateur et qu'on agit de manière éthique, on essaie au contraire de construire une relation pérenne dans laquelle, bien sûr, on essaiera de s'accomplir et que la personne en face s'accomplira aussi et qu'on puisse faire émerger des objectifs communs partagés au fur et à mesure des négociations. Quand on a trahi la personne, quand on lui ment, quand On le fait qu'une fois. on le fait qu'une fois, exactement. Une question de Tib, comment est-ce qu'on peut gérer les relations par téléphone? Comment on fait de la collecte de renseignements par téléphone quand on n'a pas le non-verbal et le contact visuel? Eh ben là encore, c'est à toi de répondre à cette question. C'est toi qui as négocié par téléphone toute Mais ta toi vie. aussi, mais Bien nous sûr. passons notre vie à négocier par Oui, téléphone. oui. Effectivement, vous savez tous qu'on a 3 canaux de la communication qui nous permettent d'aller chercher de l'info et de passer de l'information. Le verbal, les mots qu'on va utiliser, le sens des mots. La prosodie, qui est le chant de la voix, le paraverbal, et le non-verbal, qui est le comportement qu'on peut observer. Bien sûr, quand on est au téléphone, on n'a pas le non-verbal. Donc, se prise en gros de la moitié des informations qu'on pourra obtenir sur l'autre. Maintenant, on va mettre notre attention plus particulièrement sur la prosodie, sur les intonations, sur les silences, sur le rythme. Donc là aussi, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu trop long de vous expliquer tout ça maintenant ce soir, mais on peut très très bien travailler sur la collecte d'informations par les tonalités de la voix, par les sifflantes qui vont détecter par exemple la pression sur les mâchoires qui est souvent le signe d'une colère ou d'une frustration. Donc il y a moyen d'aller chercher de l'info au contact par téléphone. Là où c'est plus compliqué, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est en visio. En visio, quand en plus les gens coupent leur caméra, on est à distance, on est loin, le contact est froid, on n'a pas l'empathie. La collecte d'infos, quand on négocie face à quelqu'un en visio qui n'a pas mis sa caméra, c'est compliqué. Ouais, et j'ajouterais aussi, concernant la négociation par téléphone, que c'est assez surprenant quand on prive quelqu'un d'un de ses sens, notamment donc la vue, puisque là, il a toujours la vue, mais on ne voit pas la personne. Eh ben, notre perception des choses est différente et on entend des choses différentes quand on est privé justement de ce sens-là. Et on va mieux entendre, on va mieux capter des choses que si on avait vu la personne en face, des choses différentes, parce que c'est comme ça. Et c'est intéressant. Une question qui me vient aussi, on est amené, toi et moi, à gérer des ransomware assez régulièrement. On les gère tout le temps derrière un clavier. Ouais. On reçoit des messages. Là aussi, le renseignement, si on a des participants derrière leur écran qui s'interrogent sur je suis victime de ransomware, comment je peux me renseigner sur l'identité ou le groupe qui est en train de m'attaquer, qui m'annonce être Reveal ou un autre groupe, qu'est-ce qui nous permet d'aller chercher de l'info et de valider tout ça quand on est derrière l'écran? Compliqué. Ouais. Compliqué quand on interagit avec un hacker, c'est compliqué parce que le rapport de force est tellement disproportionné que ça va être compliqué d'être aller chercher de l'information. Ouais. C'est pas de la vraie négociation, Ouais. on va pas se mentir. On n'arrive pas. C'est pas à ce moment-là qu'on met en place ce genre de technique pour aller chercher de l'information. C'est compliqué. Une question intéressante d'Isabelle. Toutes les questions sont intéressantes, bien sûr, mais là, je les capte parce qu'elles défilent toutes. C'est en face des personnes qu'on connaît le mieux qu'on a le plus de chances de gagner une négociation. Ah bah, je ne suis pas forcément persuadé. Moi, c'est pareil, je douterais de ça, parce que c'est vrai que le fait de connaître quelqu'un va nous laisser penser qu'on a déjà les informations et qu'on va interpréter assez facilement, on peut interpréter facilement des choses parce qu'on a envie de construire la personne comme on la connaît et peut-être qu'au moment où on lui parle, elle n'est pas dans l'état habituel. Et notre vigilance redescend, évidemment. On est moins vigilant, on est moins aux aguets quand on est face à quelqu'un qu'on connaît, avec lequel on est en confiance. Donc, il faut faire attention. On est moins dans la captation. Et en plus, on peut être dans la sympathie. Ah oui. Si on éprouve un partage émotionnel avec la personne qui est en face, on va privilégier la qualité de la relation au détriment peut-être de l'objectif et même au détriment de la captation des informations ou de la recherche d'informations. Les interprétations sont plus fréquentes. Donc, c'est vrai que c'est plus facile peut-être de négocier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que par nécessité, on doit chercher de l'information et on doit se renseigner sur elle. Quel exercice recommandez-vous pour progresser en négociation? Benjamin. Eh bien, Benjamin, il faut que tu viennes te former chez TTA et que tu fasses une formation Hermione. Non, effectivement, il y a plusieurs questions sur Hermione. Est-ce que Hermione est transposable dans le monde de l'entreprise? Est-ce que Hermione est utilisée pour des négociations commerciales? Aujourd'hui, la méthode Hermione qu'on utilise à l'origine pour des négociations de crise, elle est transposée dans le monde de l'entreprise parce qu'elle n'apporte pas de réponse préalable, elle apporte que des questions. C'est pour ça que le renseignement est important. Quand on s'interroge sur quels sont les intérêts de la partie adverse, on a un outil qui s'appelle le PIC. Position, proposition, intérêt, contrepartie. Et remplir le PIC, c'est justement faire le renseignement. Donc oui, cette méthode, elle est transposable et encore une fois, elle fonctionne si on la pratique. Donc comme toute méthode de négociation, ce qui va nous permettre de nous entraîner, finalement, c'est de pratiquer au quotidien, sur toutes les situations de désaccord à exprimer, comment je pratique la méthode, et puis le débriefing. Être capable d'aller vérifier qu'on a eu les bonnes infos et de savoir si finalement notre technique de renseignement a été efficace. Ouais. Et souvent, c'est très négligé le débriefing, malheureusement.
Et pourtant, c'est le seul moment justement où on peut capitaliser à la fois sur les erreurs et sur les succès. Quand tu fais un débriefing de négociation, tu mets un accent sur la partie renseignement. Je sais que oui, par atavisme, parce que c'est ton métier, Évidemment, évidemment. mais tu regardes, est-ce qu'on a bien capté, comment on a obtenu, quelle était la véracité de l'info? Ouais, je pense que instinctivement, on se rend compte si on a fait des erreurs dans la captation et dans l'analyse de l'information, et aussi dans l'utilisation des informations, parce que là encore, c'est pas si simple que ça d'utiliser les informations qu'on a pu récupérer. Tout ça, il faut le faire aussi pendant la phase de débriefing, absolument. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, quelles sont les étapes de préparation de négociation? Oumaima, les étapes de préparation, quel est le niveau d'intensité qu'on va rencontrer? Ouais. Donc là, c'est plutôt du renseignement sur soi. Ouais, mais c'est important. Est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que j'ai les infos? Quel est mon enjeu? Mon équipe. C'est aussi de l'information qu'on va chercher en interne. Le renseignement, c'est pas que en externe et sur la partie adverse, c'est aussi en interne. Combien de fois on s'est rendu compte pendant la négociation que le client ne nous avait pas donné toutes les informations et que s'il l'avait fait, peut-être qu'on n'aurait pas commis les impairs en question. C'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, on leur dit, dites-nous tout, même les choses qui ne sont pas forcément toujours reluisantes, dites-nous ce qui s'est passé. Surtout même. Parce qu'on a besoin d'avoir de l'info. Vous vous êtes fait hacker votre système, dites-nous si effectivement il y avait des failles dans votre système, vous les saviez, vous les connaissiez. Ouais, évidemment, c'est important. Les autres phases, c'est quoi? Le rapport de force. Essayer de comprendre là, le rapport de force. Là, par contre, c'est du renseignement. Ouais, là, le rapport de force ne se comprend que à la lumière des informations qui sont captées. Et l'éclairage de ce contexte-là ne peut se faire que par l'entremise des informations. Donc, c'est fondamental de passer par cette étape-là. C'est-à-dire, quels sont les facteurs contextuels de la négo? Le temps, l'indépendance, l'exclusivité, le budget quand c'est du commercial, l'attitude de la partie adverse, est-ce qu'il y a un objectif commun? Et ça se valide effectivement en amont. Ouais, et ça peut s'inverser, c'est-à-dire que quand on a pris conscience de ces choses-là en amont de la négociation, on peut aller en amont de la négo, essayer de faire changer les choses, changer les éléments du contexte pour les faire basculer du côté négatif sur le côté positif. Ce qu'on appelle les facteurs pivots. Exactement. Quels sont les facteurs qui vont aller modifier le rapport de force? Et cela, on se renseigne en amont. Bien sûr. Et surtout, on moniteur on observe pendant la négociation, parce que le rapport de force, il est évolutif et il change tout le temps. Bien sûr. Comment construire un binôme et quand c'est intéressant de le mettre en place pour négocier? Question de Joël. Il faut bien se connaître. Si on dit, on va travailler à deux, on y va à deux, et qu'on ne se connaît pas, qu'on n'a jamais travaillé ensemble, on va se marcher dessus, on va s'interrompre. Quand on fait les exercices de négo, toi et moi, Laurent, on le sait bien, les gens s'interrompent souvent, on finit la phrase de l'autre. On pose deux questions avant d'entendre la réponse de la partie adverse. Ou voire trois questions, on n'entend plus la réponse. Si on ne se connaît pas bien dans le binôme, on va mal travailler. Donc l'important, c'est quand même de s'entraîner à travailler ensemble pour être capable d'être efficace le jour J quand on est en négociation. C'est la solution, mais il faut savoir le faire. Ce qui implique que le binôme, il est constitué en amont et on évite de le changer. Alors, tu peux entraîner plusieurs binômes et tu l'adaptes. On évite de changer, sauf sur le moment, tu le sais bien, parce que si tu vas en négociation et que tu as décidé que toi, tu étais le N1 et que moi, j'étais le N2. Le bon et le méchant. Et que les choses ne se passent pas forcément comme tu les as décidées pendant la négociation, il faut que le binôme soit agile et soit capable de se réorienter, parce que parfois, il y a la partie adverse qui ne veut parler que à l'un d'entre vous et pas aux deux, et c'est possible aussi. Oui, ça relève aussi de l'entraînement. Donc entraînement en binôme et entraînement en équipe pour former des binômes interchangeables. Et il faut capter ça sans forcément avoir à échanger. On ne va pas se donner un coup de coude et on va pas. Voilà, c'est des choses qui doivent être instinctives, qui doivent être captées par le binôme, par l'ensemble des gens qui sont dans l'équipe au même moment, au même instant, et qui doivent être utilisées et comprises par l'ensemble. Sachant que si la partie adverse est formée également, elle va observer le fonctionnement du binôme, qui dit quoi, qui réagit sur quoi. Si on n'arrive pas à la négociation gagnant-gagnant, on fait quoi? Écoute Pascal, on remballe les gaules au bout d'un moment. Non, la négociation gagnant-gagnant, le win-win tel qu'on l'aborde, nous on n'est pas forcément sur cette logique win-win parce que c'est un petit peu une logique de coopération naturelle et on sait que assez peu de négociations sont coopératives. On est plutôt sur la notion de résultat juste. Est-ce qu'à la fin de la négociation, chaque partie a obtenu ce qui était juste pour elle? Et c'est vrai, encore une fois, obtenir un résultat juste, c'est pas obtenir forcément 100% de ce qu'on voulait, mais c'est obtenir ce qu'au vu des circonstances, je pouvais normalement obtenir pour que chacun puisse se trouver dans l'atteinte de son enjeu. Est-ce qu'on a encore des questions? Comment s'inscrire à ces formations? Ah, quelle bonne idée! C'est Théo. Tu n'es pas quelqu'un de chez nous, ça aurait pu être quelqu'un de chez nous qui pose la question, mais effectivement, Théo, on va te donner ça. Est-ce qu'on peut passer un QR code? On vous a mis un QR code. Voilà, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans les formations inter-entreprises, on vous a mis les dates des formations inter-entreprises qui se passent sur notre campus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on a un campus à 1h45 de Paris, au sud de Paris, sur lequel on reçoit des groupes de 12 personnes pour venir se former sur Hermione. Et voilà, vous avez les dates si vous voulez
suivi la formation avec Yann. Voilà, ce sont des dates en avril et en septembre. Il reste quelques places. Ouais. Voilà, tardez pas trop. C'est pas pour vous vendre absolument, mais il reste pas beaucoup de place sur chacun des modules. N'hésitez pas à flasher le QR code, à nous contacter si ça vous intéresse. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'a pas dites? On a sûrement plein de Au-delà choses. du fait que qu'on a la table pas est sèche, est-ce que tu as remarqué pas de mon côté. parce qu'en fait, l'efficacité? moi, j'ai pris toute l'eau. Oui, mais c'était un petit peu une stratégie. Alors- Alors j'ai plus d'eau pour boire, Non, donc je mais- fais un peu semblant. La je me différence donne un entre petit- toi et moi, quand même, c'est que les gens pourront constater que C'est moi, que je toi, sais ton boire au verre est verre. plein. Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais ton verre est vide depuis le début. C'est Oui, parce c'est qu'on ça, savait que bien tu étais sûr. maladroit, on t'a même pas mis d'eau dans ton verre. Est-ce qu'on a On oublié a des plein de choses? choses à dire, on a plein de choses à dire, et là, le format est trop court pour qu'on puisse Ouais. explorer pleinement ce sujet qui, moi, évidemment, me passionne, tu le sais. Donc, on peut donner rendez-vous aux gens sur d'autres lives, parce qu'on Ouais. en aura d'autres, évidemment. On va faire un live par mois, on va s'y tenir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Contact. La communauté Contact, ce sont des articles que vous allez retrouver sur notre site, sur le site TTA. C'est des éléments de blog, ce sont des vidéos. Aussi, vous allez retrouver les replays de ces lives. Donc, j'ai vu que plusieurs personnes posaient la question, est-ce qu'il y aura un replay? Donc, en matière de renseignement, il y a un truc assez simple. Lisez les slides, parce que dans la première slide de titre, c'était marqué qu'il y aura un replay. Donc, mais vous n'avez peut-être pas vu jusque-là, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Donc oui, on va mettre ces vidéos en replay. Alors, l'idée, c'est aussi que vous participiez. Hein. Vous êtes à plus de 300 personnes qui sont connectées pour participer, parce que Il y a toute ma famille. Donc, oui, je sais, ouais, et puis ils sont nombreux. Hein. Toute la Bretagne nous regarde. On a toutes les questions qui sont diffusées. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas évoquées? Vite à notre live. Merci Florian, on va faire ça. Les sources d'infos sur Internet, les sites, on mettra ça à disposition. On essaiera de mettre les outils. Ouais, il y a des gens dans l'équipe qui sont des spécialistes. Ouais. Je pense à Florian qui Ouais. est un vrai spécialiste de ça. Renseignement. Ouais, bien sûr. Très très bon. Ouais. Ouais, on vous mettra en ligne, on fera en sorte que vous puissiez récupéré peut-être sur une slide à la fin de la vidéo du live qu'on va monter, on vous mettra les sites internet sur lesquels vous pouvez chercher de l'information, avoir les méthodes dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Top. Ouais. Yann, merci, c'était top. Merci à toi. Comme Laurent. d'habitude. Ouais. Bientôt, la seconde date, on vous enverra les informations sur le prochain live Contact. Merci à vous de votre participation, d'être resté aussi nombreux derrière l'écran. Et puis, je vous dis bonne négociation et à bientôt. À bientôt.